Salut la team, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Challenger Prépa. Aujourd'hui on s'attaque à un exercice de maths qui est tombé l'année dernière à un oral de l'ENS. Voilà, je vous laisse découvrir le sujet. Donc n'hésitez pas à faire pause pour vraiment bien le lire en long et en large parce que en fait il faut être rigoureux, c'est un peu la difficulté du sujet, il faut être bien rigoureux sur quels sont chacun des éléments qui sont présentés. Et c'est parti. Alors juste une petite remarque, alors vous avez vu probablement le titre de cette vidéo. Moi j'ai choisi ce sujet parce que je le trouve ultra intéressant parce qu'il parle d'un domaine bien connu du traitement du signal qui est la transformée de Fourier discrète. Et donc ça c'est quelque chose de hyper stylé qui est utilisé dans la vie de tous les jours vraiment. Et je trouve ça trop cool que ça tombe à un sujet de l'ENS, de voir mathématiquement ce que c'est, surtout quelque chose comme la transformée de Fourier discrète. D'habitude on montrerait plutôt sous la forme continue, mais voilà. Donc c'est parti. Alors le sujet il commence doucement. Donc question 1. On nous demande de calculer les éléments qui m de oméga k et qui k de oméga m avec k et m des éléments de 0 et de moins 1. Donc allons-y. Donc, soit m et k des éléments de 0 n moins 1. Voilà. Alors, commençons par qui m de oméga k. Donc d'après la définition du sujet, oméga k c'est exponentielle de 2i k pi sur n, et prendre qui m c'est prendre ça à la puissance m et diviser sur racine de m. Donc c'est oméga k à la puissance m sur racine de n. Ça c'est égal à l'exponentielle de 2i k pi, après les propriétés sur les puissances, fois m sur n, le tout sur racine de n. Voilà. Jusqu'ici tout va bien. Et en fait ça, on comprend tout de suite ce qu'il fallait montrer. Hein. Ça c'est l'exponentielle de 2i voilà, m pi sur n, le tout à la puissance k, toujours sur les propriétés sur les puissances, et ça fait directement qui k de oméga m. Donc voilà, ça c'était la première question, il n'y avait rien de plus compliqué que ça. Donc c'était montrer que ce truc-là, c'était égal à ce truc-là. Voilà. Et donc, jusqu'ici, tout va bien. On passe à la question 2. Alors oui, je ne l'ai pas dit, mais dans la suite du sujet, ce symbole-là, qui est défini dans le sujet, on ne nous dit pas que c'est un produit scalaire. C'est écrit nulle part. Moi, je vais appeler ça un pseudo-scalaire, pour la contraction de produit scalaire, parce que, c'est parce qu'on n'a pas montré que c'était un produit scalaire. Et pareil pour la norme. Hein, je vais appeler ça la pseudo-norme. Et en fait, d'ailleurs, si on fait les calculs, on verrait que c'est pas le cas, que c'est ni une norme ni un produit scalaire, mais que ça y ressemble beaucoup. Donc voilà, donc je vais essayer de pas me tromper et de pas appeler ça un produit scalaire ou quoi, mais après si ça arrive, c'est pas grave, c'est abusif, mais c'est pas non plus un drame. Donc, la question c'est de calculer qui m scalaire qui k. Et donc là, c'est la première difficulté du sujet, c'était de bien comprendre que qui m scalaire qui k, en fait, ça c'est une application des éléments de un qui sont définis dans le sujet là. Et donc, ça, c'est égal à la somme pour p variant de 0 à n-1, donc p est un entier, de qui m de oméga p fois qui k de oméga p. Ok. Donc là j'ai repris la définition du sujet, mais j'ai bien utilisé oméga p, parce qu'en fait, là, c'est sous-entendu que ça, c'est une application sur un, donc de oméga p. Et c'est là, c'est la première chose à ne pas se planter, quoi. Donc après, il y a juste à remplacer par l'expression de qui m qu'on a dans le sujet. Donc c'est la somme pour p variant de 0 à n-1 de quoi exponentielle de 2i p pi sur n, le tout à la puissance m, fois l'exponentielle de moins, puisque c'est un conjugué, 2i p pi sur n, le tout à la puissance k. Voilà. Et racine de n fois racine de n, ça va faire n. Donc voilà. Et ça, c'est égal à quoi? C'est égal à la somme, parce qu'on voit qu'on peut tout de suite factoriser. C'est égal à la somme pour p variant de 0 jusqu'à n-1 de l'exponentielle de 2i p pi sur n, le tout fois m-k sur n. Et donc là, on voit une disjonction de k apparaître. Si m égale k, alors, qui m scalaire qui k, ça va valoir... Donc ça va valoir 0, donc ça va valoir 1, et donc c'est la somme pour p variant de 0 jusqu'à n-1 des 1 sur n, et donc ça fait ni plus ni moins que 1. Et si m est différent de k, alors là ça se complique un peu,
Parce qu'en fait, ça va être égal... en fait, on va trouver... en fait, on voit directement apparaître une suite géométrique. Hein, de raison exponentielle de zi, p sur n fois m-k. Parce que ça, on peut élever ça à la puissance p. Et donc, directement, ça, c'est qui m scalaire qui k. C'est... Ah, attendez. Tac. Voilà. C'est égal à 1 sur n fois la somme pour p variant de 0 à n-1 de l'exponentielle, pour bien le mettre sous la forme qu'il faut, de zi pi sur n fois m moins k, le tout à la puissance p. Et ça, on reconnaît l'expression d'une somme géométrique. Donc ça fait 1 sur n fois 1 moins exponentielle de 2i pi sur n fois m moins k, le tout à la puissance n-1 plus 1, donc ça fait n, sur quoi? Sur 1 moins l'exponentielle de 2i p sur n, attention parenthèse, m moins k. Voilà. Et donc ça, en fait ça, on va pouvoir donc, juste le temps de changer de feuille, hop. Ça on peut le simplifier, parce qu'en fait, ceci là, on voit que le n va se simplifier par la puissance, et donc ça fait 1 moins exponentielle de 2i pi fois m moins k, et donc si m est différent de k, en fait on va voir que ça va faire 1, d'accord? Parce que ça devient un entier, et donc on a un entier qui multiplie 2 pi, donc l'exponentielle ça va faire 1, et 1 moins 1 ça fait 0, donc ce terme là va valoir 0. Donc, hop là. Si m différent de k, si m scalaire qui k, ça va être égal en fait à si m, tac, est différent de k, qui m scalaire qui k, ça va être égal à 1 sur n fois 1 moins exponentielle 1 moins 1. Voilà, hein, comme je l'ai dit, hein, ça va faire 1 l'exponentielle sur quelque chose, et là le 1 moins 1 va donner 0. Donc en fait, ce qu'on vient de dire, c'est que, pour conclure, si m égale k, qui m qui k, ça vaut 1, sinon, qui m scalaire, pseudo-scalaire, voilà, je sais, je me suis déjà planté, qui k, ça vaut 0. Et donc là, sous vos yeux et Bobby, vous voyez tout de suite apparaître quelque chose que vous connaissez très bien, puisque ça, c'est ni plus ni moins que égal au symbole de Kronecker. Voilà. Ok. Donc voilà, pas de difficulté pour cette question. On passe à la question suivante. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande? On demande calculer qui cache chapeau et qui cache chapeau pour tout cas dans 0, n-1. Ok. Donc allons-y. Alors, soit, pareil, hein, Kika chapeau, c'est une application de oméga, hein, de UN, je veux dire. Donc il faut bien définir un K dans 0, n-1. Pour tout m dans 0, n-1, Kika chapeau de oméga m, c'est ce que je viens de dire. Hein. En fait, Kika chapeau, c'est une application sur UN. Du coup, il faut bien lui dire, il faut pas oublier que ça, c'est d'un oméga m. Et donc ça vaut quoi? C'est égal à, par la définition qui nous est donnée, je relis, c'est égal à Kika, scalaire qui m. Hop là. Et ça, d'après ce qu'on vient de nous dire juste au-dessus, ça c'est ni plus ni moins que le symbole de Kronecker. Et donc là, c'est tout pour la question C. Ok. Ah non, c'est pas tout. Il faut que non, on a fait que la moitié. Il faut maintenant calculer Kika chapeau. Donc Kika chapeau, sous-entendu de oméga m, c'est égal. C'est un peu plus dur là. Faut reprendre bien ce que nous dit le sujet. Donc c'est dit par définition, comme au-dessus, c'est Kika scalaire qui m, mais c'est Kika chapeau pseudo-scalaire qui m. Donc voilà. Et ça, il faut remplacer par la définition du chapeau. Pardon, par le produit scalaire, par du pseudo-produit scalaire. Donc autrement dit, la somme
pour... Alors là, j'ai déjà utilisé l'indice K et l'indice M, et sur la somme du sujet, il faut bien comprendre que c'est pas le même. Donc on va prendre par exemple l'indice L. Donc L entre 0 et n-1 de qui K, chapeau, de oméga L, de qui M, de oméga L, et ça c'est le conjugué. Voilà. Et ça, je peux remplacer, et voilà, c'est là qu'on a besoin de ce qu'on a écrit juste au-dessus, parce que ça, du coup, je peux dire que c'est ni plus ni moins que le symbole de Kronecker entre K et L, qui multiplie qui M de oméga L conjugué. Et ça vaut quoi? Bah ça vaut simplement qui M. Hop. Parce que quand K, il faut que quand L est différent de K, ça vaut 0. Alors attendez, est-ce que je suis pas allé un peu vite? Non, c'est bon. Voilà, c'est ça, c'est quand L... donc là, c'est quand il faut que quand L vaut K, ça vaut 0. Donc il faut que L soit égal à K. Et donc ça fait qui M de oméga K, tout simplement. Voilà. Et comme j'ai dit que ça, c'était pour tout K dans 0 et n-1, ça veut dire que qui K chapeau chapeau, ça vaut simplement qui M. Non, je vais un peu vite. C'est ça. C'est donc, on a bien ce truc-là. Hop. On a bien ce truc-là, voilà. Et oui, parce que là, il faut bien rallier Kika chapeau, il faut bien le définir par rapport à Kika. Mais c'est pas grave parce qu'on peut très bien inverser les indices. C'est ce que nous a donné ce que nous a dit la question A. Donc ça, c'est égal à Kika de oméga m. Et donc, comme c'est vrai pour tout m, ainsi, pour tout k dans 0 n-1, Kika chapeau, c'est égal à Kika conjugué. Voilà. Et là, c'est propre. Et oui, parce que M, c'était un élément de UN. En fait, on avait défini l'indice M pour l'utiliser par rapport à un élément de UN. Donc, c'était pas la même dimension, si on veut, que les éléments, que l'indice K. Voilà. C'est pour ça que là, c'est mieux. Ok. Donc, ça, c'est tout pour la question C. On passe à la question D maintenant. Alors, à la question D, qu'est-ce qu'on nous demande? Oh. Refaire le blanc. Voilà. À la question D, on est dit montrer que pour tout phi élément de E, phi s'écrit comme les sommes des phi de oméga L qui chapeau de L. Ok. Donc allons-y. Donc, soit phi appartenant à E. Bon, bah déjà, on commence par là. Hein. Soit M dans 0 n-1. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est commencer tout simplement par écrire ce qu'on doit trouver, à savoir que la somme pour de L variant de 0 jusqu'à n-1 des phi de oméga m qui L de oméga m. Pardon, c'est un L ici. Hop là. Voilà, de oméga m. Oui, parce que c'est bien, et c'est un chapeau là. Hein, c'est qui L chapeau, une application de oméga m, encore une fois. Ça, c'est égal à quoi? Ben, c'est égal... Alors, on se laisse porter par le calcul, et en fait, comme il y a beaucoup de questions, on se doute qu'il faut utiliser les questions précédentes. Et qu'est-ce qu'on nous dit dans les questions précédentes? Alors, est-ce que je peux utiliser un truc avec qui L chapeau de oméga m? Qu'est-ce qu'on nous a dit sur qui L chapeau? Ah bah oui, on nous a dit que qui L chapeau de oméga m, à la question C, juste la question d'avant, on nous a dit que ça, c'était le symbole de Kronecker entre L et M. Voilà. Et donc, qu'est-ce que ça dit, là? Ben ça dit que c'est égal, ni plus ni moins, parce que ça vaut 0 quand L est différent de M. Donc ça veut dire que ça, c'est égal, ni plus ni moins qu'à phi de oméga M. Voilà. Et donc, là, ce que ça dit, c'est que les deux applications, phi et somme sur L, variant de 0 à n-1 de phi de oméga L fois qui chapeau de L, ont les mêmes, pour chacun des éléments de UN, ils ont la même image. C'est donc que c'est les mêmes applications. En gros, pour tout thème dans 0 n-1, phi de oméga m, donc oméga m c'est les éléments de UN, c'est égal à la somme pour L variant de 0 à n-1 de phi de oméga L qui L chapeau de oméga m. Donc, c'est ce qu'il fallait montrer. Donc comme c'est vrai pour tous les éléments sur UN,
Donc l'application phi est égale à l'application somme pour L variant de 0 à n-1 de phi de oméga L fois qui L chapeau. Voilà. On passe à la question E. Donc à la question E, ce qu'il faut montrer, c'est que le pseudo-scalaire entre phi chapeau et psi chapeau est égal au pseudo-scalaire entre phi et psi. Ok. Pour ça, c'est que ce qu'on sait déjà, c'est que en utilisant naturellement ce qu'on a montré à la question précédente, c'est que phi c'est la somme pour L variant de 0 à n-1 des phi des oméga L qui L chapeau. Ok. Ça c'est ce qu'on a montré. Donc ce qu'on peut faire, en tout cas c'est ce qu'on a montré à la question précédente, donc une piste que l'on peut avoir pour arriver à ça, c'est savoir si on ne peut pas utiliser ça pour calculer phi chapeau. Même si on a déjà une expression de phi chapeau, on se demande si celle où on applique la somme pour L variant de 0 à n-1 phi de oméga L qui L chapeau, le tout chapeau, si c'est pas quelque chose qui peut nous aider. Et bon, là, tout de suite, quand on voit ce genre de truc-là, la question qu'on se pose, c'est est-ce que ça veut dire que l'opérateur chapeau, il est linéaire? Voilà. Comment il se comporte? Et donc, ça veut dire d'une façon plus générale, qu'est-ce que ça veut dire, est-ce que l'opérateur chapeau, il est linéaire, l'opérateur pseudo-scalaire, il est linéaire ou pas, par rapport à la première et la deuxième variable? Et donc ça, c'est ce qu'on va faire ici, c'est étudier la linéarité de l'opérateur de linéarité du pseudo-scalaire. Hop là. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va définir lambda et mu deux complexes. Donc voilà. Et par rapport à la première variable, psi1, psi2 et phi, trois éléments de E. Et on va regarder ce que vaut lambda phi1 plus mu phi2, pseudo-scalaire psi. Et donc ça, par définition, ce qu'on sait, c'est que ça vaut la somme pour L variant de 0 à n-1 de lambda phi1 de oméga L plus mu phi2 de oméga L, le tout multiplié par psi de oméga L conjugué. Et ça, bon, très rapidement, je vois tout de suite que par distributivité de l'application fois sur le plus et linéarité de la somme, ça c'est égal à lambda phi1 scalaire psi plus mu phi2 scalaire psi. Et donc, ça veut dire que le pseudo-scalaire, il est linéaire par rapport à la première variable. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est regarder par rapport à la deuxième. Donc, pareil, je prends, pareil, lambda mu, deux éléments de C2, phi, psi1 et psi2, deux éléments de E3, enfin, trois éléments de E plutôt. Et donc, je regarde ce que ça vaut que phi pseudo-scalaire lambda psi1 plus mu psi2. Et en fait, comme de la même façon que j'ai fait précédemment, ça, je vais obtenir, alors je ne vais pas tout détailler les calculs, mais ce que l'on obtient, c'est que ça est égal à lambda bar phi psi plus mu bar, vous pouvez refaire les calculs vous-même, plus mu bar phi pseudo-scalaire psi. Et ça, c'est ce qu'on appelle une propriété d'antilinéarité. Donc, c'est ce qui fait que d'ailleurs, ce symbole-là, en fait, cette application, c'est pas un produit scalaire, d'antilinéarité. Oh, j'ai un peu de mal là. Pardon. D'antilinéarité, ce qui fait que ça, c'est pas exactement un produit scalaire, mais un pseudo-produit. Et donc, en utilisant ce qu'on vient de démontrer, comme le pseudo-scalaire est linéaire par rapport à la première variable, ça veut dire que l'opérateur chapeau est linéaire. Et donc, avec ce qu'on a montré à la question D, phi chapeau, ça vaut la somme pour L variant de 0 à n-1 de phi de oméga L fois qui L chapeau, chapeau. Et ça, d'après ce qu'on a déjà montré dans les questions précédentes, bah, c'est ni plus ni moins que phi de oméga L de qui L bar. Voilà. Et donc, maintenant, en utilisant ça, on va pouvoir dire que ça, c'est égal à la somme pour L variant de 0 à n-1 de phi de oméga L, qui est L bar, fois la somme pour M variant de 0 à n-1, comme psi est également un élément de E, donc j'ai les mêmes propriétés, psi de oméga L, M, pardon, qui M bar. Voilà. Et en plus,
dans cette question, j'ai dû montrer la linéarité et l'antilinéarité par rapport respectivement à la première et à la deuxième variable. Donc je vais pouvoir utiliser ce que je viens de démontrer pour dire que ça, c'est ni plus ni moins qu'égal qu'à la somme pour L variant de 0 à n-1 de phi de oméga L fois la somme pour m variant de 0 à n-1 de psi de oméga m. Mais par antilinéarité par rapport à la deuxième variable, il y a un bar qui apparaît, fois qui L bar, qui m bar. Donc quand même, il fallait faire tous les calculs proprement, pour pas se tromper. Et maintenant, ce que je sais, c'est que ceci, je le connais très bien. On a déjà démontré que c'était le symbole de Kronecker entre L et M. Hop là. Et donc maintenant, en fait, je revois que ceci va valoir 0, tout le temps 0, sauf quand L égale M. Autrement dit, je n'ai plus qu'un seul indice sur la somme. Et donc c'est la somme, par exemple, pour L variant de 0 à n-1, de phi de oméga L fois psi bar de oméga L. Et ça, par définition, c'est ni plus ni moins que pseudo-scalaire phi, psi. Et donc, ça conclut cette question E. Donc, c'était pas facile parce qu'il fallait quand même intuiter qu'il fallait montrer la linéarité et l'antilinéarité. Mais ça se faisait. Ça se fait très bien. Donc maintenant, on fait la dernière question. Donc, question F. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette question? En déduire que E est de dimension n. Alors, et que l'application L de E dans E est définie par la relation L phi égale phi chapeau est un automorphisme de E. Ok, alors on va commencer par le début. Montrer que déjà que E est de dimension n. Donc là, à la question D, ça a dû faire tilt dans votre tête dès que vous l'avez écrite, la question D. On a dit, d'après D, pour tout phi de E, phi est égal à la somme pour L variant de 0 à n-1 de phi de oméga L fois qui L chapeau. Ok. Ça, c'est très bien. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, tout élément de E s'écrit comme la décomposition d'un élément sur la base des qui L chapeau. Et donc, ça veut dire que la famille des qui L chapeau est une famille génératrice, hein, c'est pas une base, en tout cas pour l'instant, de E. Donc, qui L chapeau L dans 0 n-1 est une famille génératrice de E. Et ce qu'on voit, c'est que cette famille, elle a n éléments. Donc si on arrivait à montrer que c'était une base, on en déduirait directement que E est de dimension n. Okay. Et comment on fait pour montrer que c'est une base? On a montré que c'est une famille génératrice. Ce qu'il faut maintenant, c'est montrer qu'elle est libre. Alors, comment faire? On n'a pas beaucoup de méthodes. Hein. Il suffit de dire soit la somme pour k variant de 0 jusqu'à n-1 des lambda k. Donc un lambda k, c'est juste un scalaire. Voilà. Que multiplie qui k chapeau. Et disons que ce truc soit réduit au vecteur nul. Soit égal au vecteur nul, pardon. Donc si on a ça, est-ce qu'on peut pas en déduire qu'il faudrait en pouvoir en déduire que tout ça, c'est que les lambda k sont tous rigoureusement nuls. Alors, je ne l'ai pas précisé, mais il faut bien dire que ça, c'est de oméga m. Ok? C'est-à-dire que pour tout m dans 0 n-1, ce nombre-là vaut 0. Et donc, qu'est-ce que je fais maintenant? Je sais que ce truc-là, ça vaut ni plus ni moins. Or, qui k chapeau de oméga m, ça, c'est égal au symbole de Kronecker entre k et m. Donc ce truc-là, ça vaut 0, sauf quand m vaut k. Donc, pour tout m, la conclusion à tout ça, c'est que pour tout m appartenant à 0 n-1, lambda m égale 0. Je sais pas si j'ai été trop vite, mais du coup, on a fini, quoi. Parce que là, on vient de montrer que la famille des qui L, juste un indice entre 0 et n-1, est libre. Et donc, c'est une base de E. Facile. Et comme c'est une base de E à n éléments, donc, E est de dimension n. Voilà. Bon, c'est pas très bien écrit là, je m'excuse. Je vais un peu vite. Donc, question suivante. Il faut montrer que l'application L définie dans le sujet est un automorphisme de E. Ok. Donc déjà, montrons que c'est une application linéaire. Donc, montrons que montrons que le L de lambda fois phi plus mu psi, c'est égal à L lambda de L phi plus mu de L psi. Ok? Donc, on reprend ce qu'on a écrit ici.
L de lambda psi phi plus mu psi, c'est égal au produit scalaire de lambda phi plus mu psi que multiplie K. Et là, on a fini. Parce qu'en fait, ce qu'on a démontré, à la question E, on avait montré que, que ceci c'était linéaire par rapport à la première variable. Donc, je ne vais pas le refaire, mais on peut très bien montrer que ça c'est égal à lambda de K plus mu psi K. Et ça, c'est directement ce qu'on voulait montrer, à savoir que c'est L de phi plus mu L de psi. En fait. Donc, c'est fini. Ainsi, L est linéaire. Donc c'est déjà une application linéaire de E. D'après le sujet, elle va de E dans E. Maintenant, il faut montrer que c'est bijectif. Ça, c'est la partie un peu plus dure. Bijectif. Alors, comment faire pour que c'est bijectif? Comme on est en dimension finie, on peut montrer qu'elle est tout simplement injective. Bon, je vais remontrer pourquoi. Donc, pour montrer que c'est injectif, il faut étudier le noyau de L et montrer qu'il est réduit au vecteur nul. Donc, soit phi appartenant au noyau de L. Donc, pour tout m, phi de oméga m égale 0. Voilà. Phi chapeau, pardon. Phi chapeau, évidemment, puisque c'est L. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Parce que qu'est-ce que ça vaut phi chapeau? Phi chapeau, ça veut dire que la somme pour L variant de 0 à n-1 de phi de oméga L qui L bar, donc de oméga m, égale 0. Ok. Et donc là, ce qu'on voudrait, c'est pouvoir conclure que phi, parce que si on veut montrer que c'est injectif, ça veut dire qu'il faut qu'on montre que phi soit égal à 0. Là, c'est un peu dur, mais en fait, on comprend vite que si on applique une nouvelle fois l'application L, on va trouver en fait une propriété qu'on a démontrée juste avant. En effet, que si on fait l'application L sur ça, comme elle est linéaire, ça va être égal n-1 phi de oméga L, et oui, elle est linéaire, de L de qui L bar, ce qui est égal à la somme pour L variant de 0 à n-1, phi de oméga L, fois qui L chapeau. Bar. Alors oui, parce que entre temps, bon, je suis allé un peu vite, entre temps, on a fait l'application conjuguée, du coup, c'est ça, plutôt. Hop. Voilà. Et parce que du coup, le conjugué de 0, ça vaut toujours 0. Ce qui nous permet d'écrire ça. Et donc, comme qui L chapeau, c'est une base, on a dit que si ce truc-là valait 0, ça veut dire que tous les éléments ici valent 0. Ok? Donc, pour tout L appartenant à 0 n-1, phi de oméga L bar égale 0, et ça, c'est égal à phi de oméga L. Tout ça par conjugué. Ok. Et donc là, on vient de montrer que pour tout élément de 0 n-1, phi de oméga L égale à 0. Ça veut dire que c'est ni plus ni moins que l'application nulle. Donc, phi égale 0. Ainsi. Et la conclusion de tout ça, c'est que le noyau de L, c'est tout simplement réduit au vecteur nul. Autrement dit, c'est injectif. Alors comment on fait pour conclure de ça que c'est un automorphisme? Alors, quand on a l'habitude, ça se fait en 30 secondes. En fait, on le dit même plus, on dit qu'on est en dimension finie, et donc après, c'est fini, quoi. Là, je pense qu'un correcteur, il vous dirait oui. Mais moi, je vais juste le rappeler pour que ce soit clair pour tout le monde. C'est que, du coup, par le théorème du rang, on a noyau de L qui est réduit au vecteur nul. Donc, la dimension du noyau est égale à 0, puisqu'il n'y a qu'un seul élément. D'après le théorème du rang, et oui, on est en dimension finie, donc d'après le théorème du rang, c'est-à-dire que la dimension de l'image de L est égale à n, parce qu'on sait que ça c'est égal à la dimension de E. Donc, ça veut dire que tout élément tout antécédent admet une image dans E, et donc L est surjective. Elle est donc à la fois injective et surjective, elle est donc bijective. Et donc, j'utilise beaucoup le mot donc, désolé. Donc bijective. Point. Ainsi, et la grande conclusion de tout ça, L est un automorphisme de E. Et là, on est content.
Et on va pouvoir attaquer la toute dernière question. Alors, qui est montrer que pour tout phi dans E, norme de phi chapeau égale norme de phi. Pseudo-norme, pardon. Bon bah là, une fois qu'on a écrit ça, c'est tout de suite beaucoup plus... directement avec la question E, on voit ce qu'il faut faire. D'après E, norme de phi chapeau, scalaire phi chapeau, c'est égal à la norme de phi scalaire phi. Et d'après le sujet, on nous dit que norme de phi scalaire phi, c'est d'ailleurs norme de... phi pseudo-scalaire psi, phi, c'est égal à la norme de phi, au carré. Donc, ça c'est le sujet qui nous le dit. Norme de phi chapeau au carré égale norme de phi. Et là, faut surtout pas faire l'erreur de conclure directement que c'est norme de phi chapeau qui égale norme de phi. Faut bien dire que or phi scalaire phi est strictement positif, positif ou nul d'ailleurs. Donc, autrement dit, la solution négative n'existe pas. Ainsi, on peut prendre la racine carrée, quoi. La seule solution, c'est que c'est pseudo-norme de phi chapeau égale pseudo-norme de phi. Et voilà. Et là, on a fini, et on a même démontré l'identité de Parseval, qui est vraiment un théorème très très utilisé en traitement du signal, parce qu'il est trop fort. Il dit juste que tout le contenu fréquentiel contient la même énergie que le contenu temporel. Donc, ce qui est logique en fait, quand vous ferez du traitement du signal, ou peut-être même que vous en avez déjà fait, c'est un domaine, c'est une relation très utilisée, quoi. Donc voilà, donc ça s'y conclut cet exercice. Bon, il était long, donc j'espère que la vidéo vous aura pas tous achevé. Bravo à ceux qui sont restés jusqu'ici. Moi je le trouve super intéressant, faites-moi vos retours, dites-moi ce que vous en pensez, et je vous dis à très bientôt, et même à la semaine prochaine. Salut!